Paris. Belleville. Paris. Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bienvenue. Merci de votre présence à cette 6e rencontre autour de ma thèse. Donc vous connaissez toutes et tous les principes maintenant. On accueille Fabienne Louillot, qui est doctorante de l'ITROS, sous la direction de Virginie Picon-Lefebvre, au sujet de sa thèse qui porte sur le rôle de l'architecte dans les transformations urbaines bottom-up et sur des études de cas dans le contexte de la vie ordinaire. Fabienne est doctorante à l'ITROS, à l'UMR-Auxerre. Elle intervient également dans nos enseignements à l'école de Béni. Certains la connaissent, l'ont côtoyée, mais aussi en tant que doctorante. Fabienne a également une pratique professionnelle dans une structure qui s'appelle l'APS et avec laquelle l'IPROS a engagé il y a quelques années, dans le cadre de l'AMI sur la qualité du logement, un programme qui, après avoir piétiné, comme certains de ces programmes, j'en connais d'autres, aujourd'hui est en phase de redémarrage et qui est dont le titre est Maison Terre. J'en parle parce que c'est un programme qui fait écho à un ouvrage que Fabienne a co-rédigé sur la co-individualité. En fait, je trouve que le terme anglais est peut-être plus compréhensible. Post-individual architecture, l'architecture post-individuelle. Entrevoir le terme de co-individualité, pardon. Et elle sera en échange avec Marie-Ange Jambu, qui est aussi enseignante à l'école, maîtresse de conférences Ville et Territoire, maîtresse de conférences associée en Ville et Territoire. Là aussi, je pense que certains d'entre vous, c'est un public très féminin aujourd'hui, ont pu enseigner avec elle. La raison pour laquelle il nous semblait opportun d'inviter Marie-Ange, c'est qu'elle est aussi, dans sa pratique professionnelle hors de l'école, elle est cofondatrice d'une association qui s'appelle TEPOP, et dont le travail consiste à accompagner les habitants dans la production, l'architecture, la production. Et donc ce thème de la transformation bottom-up nous semblait être en écho avec son expérience. Elle a accepté, et je l'en remercie, d'ailleurs, ainsi que Fabienne, de se prêter à cette 6e rencontre autour d'une thèse. Donc, vous connaissez mon rôle, maintenant je vais présenter tout le monde, de me mettre en retrait, et je ferai peut-être une médiation avec du public lorsqu'il y aura des questions en fin de présentation. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Je passe la parole à Fabienne qui va nous présenter brièvement les grands éléments structurants de son travail de recherche. Et donc la parole est à toi. Merci André, merci pour cette présentation. Donc je vais revenir un petit peu sur le sujet, la genèse du sujet. Alors, la thèse interroge le rôle de l'architecte dans les transformations urbaines qui relèvent de participation bottom-up, tout en observant les phénomènes architecturaux qui en découlent, à travers des études de cas qui se situent en France, en Italie, en Espagne. Ce sont des territoires qui coïncident avec le cadre du programme doctoral européen Villardoncourt dans lequel s'inscrit cette thèse, un programme qui réunit 4 universités, l'ENSAPB, la TU de Delft, l'IUAB à Venise et l'IPM à Madrid. Alors, concernant la genèse du sujet, c'est un sujet qui s'inscrit en continuité et complémentarité avec ma pratique d'architecte et qui s'est peu à peu construit comme un prolongement de celle-ci.
J'avais en effet été amenée à réfléchir, à travailler sur des programmes qui avaient trait au commun, dans des contextes forts de transformation, notamment dans de petites villes. Et c'est ainsi que je me suis intéressée aux pratiques bottom-up, telles qu'elles pouvaient se développer dans le contexte de la ville ordinaire. Des situations de crise urbaine et architecturale dans des territoires éloignés de l'influence de la métropolisation. J'ai cherché à comprendre comment, dans ces contextes, émergent des projets de transformation que l'on pourrait qualifier d'alternatifs à travers des actions initiées par des citoyens. Dans ces contextes de la ville ordinaire, j'observe comment ces modes réactifs et créatifs produisent une manière que l'on peut relier à la question des communs et des communs urbains, notamment au regard du caractère indépendant de leur gouvernance. Mes recherches m'ont amené à dresser un état des lieux en répertoriant des cas en France, en Italie et en Espagne, des exemples représentatifs de ces questions, pour ensuite en analyser 3 en profondeur. La première partie de la thèse revient donc sur le cadre des actions bottom-up dans ces contextes de la vie ordinaire, au regard de la question des communs, faisant émerger ce que j'ai défini comme des dynamiques de création participative locale. Au regard de cet éclairage et en considérant le rôle de l'architecte, la seconde partie de la thèse analyse et enquête les 3 terrains suivants. Le cas de la ville de Favara, en Italie, avec la renaissance du centre historique grâce au développement de la Farm Cultural Park, un centre culturel imaginé par le notaire Andrea Bartoli, qui va faire appel à différents architectes. Le cas de la ville de Pème, en Haute-Saône, en France, autour des actions de l'association Avenir Radieux et de l'architecte Bernard Quiro. Et le cas de la ville de Los Santos de Maimona, en Espagne, avec le développement de la structure associative La Fábrica de toda la vida, qui investit une friche industrielle en faisant appel au collectif d'architectes Arquitecturas Colectivas. Le constat qui est fait de ces lieux de déprise où s'exprime une certaine vacuité, à la fois par l'absence ou un certain désintérêt politique, m'amène aux questions de recherche suivantes. Comment le cadre administratif et normatif allégé des initiatives bottom-up constitue-t-il un vecteur d'expérimentation architecturale en testant des modes de faire innovants? Le contexte des communs urbains constitue-t-il alors des opportunités d'architecture en ouvrant des possibilités alternatives à la pratique de l'architecte, comme à la redéfinition de la commande? Le projet d'architecture, intégré aux initiatives bottom-up, contribue-t-il à produire un renouveau durable de la ville ordinaire? Ces questionnements me conduisent à trouver des points communs entre des formes de pratique, souvent hybrides, afin d'identifier des lignes réflexives plus générales qui caractérisent le rôle de l'architecte dans ces contextes, de façon à mettre en lumière des méthodologies qui puissent servir de référence. Voilà pour la présentation. Merci, Fabien. C'est bref, mais consistant. Merci de cette présentation. Marion, je vais réagir. Merci beaucoup, merci déjà de m'avoir invité. Effectivement, pour moi, tous les sujets, là, les questions qui sont abordées dans tous les documents en tout cas, que j'ai pu lire autour de ta thèse me parlent énormément, et notamment parce qu'ils ont voilà, cette capacité à poser des questions éthiques et politiques par rapport aux pratiques des architectes. Évidemment, là, actuellement, pour moi, ça résonne beaucoup aussi avec les réflexions qu'on a pu avoir l'an dernier avec les étudiants en architecture, les jeunes architectes aussi, qui s'interrogent vraiment sur le sens de leur pratique aujourd'hui. Je trouve qu'un travail comme ça, voilà, ça pose aussi des pistes pour trouver des outils et des stratégies, ou en tout cas identifier aussi des modes de faire effectivement qui soient un peu en adéquation avec l'actualité en fait, des dynamiques des territoires. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir prendre connaissance de ce travail et en discuter pendant sa fabrication. Peut-être qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels j'avais pensé revenir, mais peut-être que le point de départ déjà ça pourrait être de rediscuter un petit peu justement de ce contexte de la ville ordinaire que tu poses en fait dans le début là, de l'introduction en tout cas du travail. Moi je me demandais, enfin déjà, donc voilà, tu nous expliques très bien ce contexte de la ville ordinaire, et
En même temps, tu le recadres en t'intéressant spécifiquement aux petites villes du sud de l'Europe. Donc voilà, une sorte de recadrage géographique des villes ordinaires. Et je me demandais voilà, justement quelles étaient en fait un petit peu finalement les raisons de ce recadrage sur le sud, à travers peut-être les 3 études de cas aussi que tu as choisi, identifiées. Et puis, qu'est-ce que ce cadrage géographique, finalement, fait à ton sujet, quoi. C'est-à-dire comment il réinterroge aussi peut-être les aspects plus politiques de la question des transformations urbaines d'automne. Beaucoup de questions, peut-être dans une question. Non, très bien. Merci, Marie-Ange. Alors, pour le cadrage, en fait, il n'est pas forcément apparu dès le départ. Mais j'ai d'abord mené une recherche assez large de façon à établir un ensemble de références sur les 3 territoires de la France, de l'Espagne et de l'Italie. C'est quelque chose qui va d'ailleurs apparaître dans ma thèse sous la forme de fiches projets sur environ une 60aine de projets que j'ai pu répertorier. Et donc j'ai un peu regardé le travail de nombreux collectifs sous différentes formes de pratiques. C'est vrai que c'est un mode de pratique pour les architectes qui s'est développé quand même assez fortement, notamment en Italie, en Espagne, où on trouve vraiment des ouvrages sur la question et qui permettent justement d'aller revoir ces expérimentations, voir si elles existent toujours, si elles ont perduré ou pas. Et donc j'ai commencé à faire cet état des lieux plus large, plus général. Et c'est une fois que j'ai réuni toute cette documentation que, suivant certains critères, j'ai choisi ces 3 cas pour les analyser de façon plus approfondie. Et ça s'est fait en fait sur... le choix s'est fait de cette manière-là, sur la capacité à se relier au commun, sur les effets de réappropriation, sur la portée architecturale des interventions et sur le critère d'expérimentation de ces interventions architecturales, et enfin sur l'impact durable de ces transformations pour la ville ordinaire. Alors après que ça se situe plus dans les territoires du Sud, peut-être parce que finalement, à ces endroits-là, il y a un cadrage politique qui est moins présent où l'institution est plutôt en retrait enfin, les lieux que j'étudie sont des lieux qui sont vraiment caractérisés par ce retrait des intérêts de la part de l'institution, ce qui permet peut-être justement de développer d'autres formes de pratiques. Justement, sur ces autres formes de pratiques, moi j'étais très sensible à ce concept que tu amènes d'opportunité d'architecture, où tu définis justement, c'est dans la fabrication de ces communs urbains, que tu parlais d'état des lieux tout à l'heure, mais c'est une véritable cartographie des différentes expérimentations sur le sud de l'Europe que tu retraces. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça, voilà, oui, c'est justement sur ces opportunités d'architecture, ces moyens de pouvoir faire du projet finalement de manière innovante. Déjà, comment ce concept tu as pu le faire émerger, et puis aussi qu'est-ce qu'il raconte finalement de la situation des architectes aujourd'hui sur ces territoires, parce que je trouve que les liens, finalement, les transferts de connaissances entre pratique et recherche sont quand même très intéressants sur les sujets que tu abordes, et en lien avec l'actualité aussi du sujet de recherche que tu portes. Je ne sais pas comment ça s'organise, ça se nourrit. En fait, ça m'est apparu au fur et à mesure du travail, au constat suivant que dans ces lieux en fait, qui sont vraiment caractérisés par la déprise, et qui ne sont vraiment pas au centre de l'attention, je me suis aperçue qu'il pouvait y avoir des actions parfois plus légères ou plus immédiates qui puissent permettre de reconsidérer des formes urbaines avec des pratiques qui seraient un peu différentes que les pratiques classiques que peuvent mener les architectes habituellement. Et bien sûr, c'est des pratiques qui sont liées à une certaine forme d'engagement
sur le cas de la ville de Penne, quand Bernard Quiraud décide de se réinstaller à Penne, son village d'origine, c'est après avoir exercé à Paris et à Besançon, donc c'est vraiment un choix conscient pour renouer en fait avec une pratique qui est ancrée dans un territoire où la question de l'approche locale devient vraiment déterminante pour lui. Et c'est, dans un autre registre, c'est un engagement vers des territoires en retrait, qui est très présent également à Favara, en Sicile, où il y a vraiment une réflexion sur la transformation, reconquête du centre-ville qui était complètement en ruine. Et en fait, différentes expériences architecturales qui relèvent plutôt de l'acupuncture, mais qui permettent de retrouver une certaine qualité architecturale dans des lieux où il n'y en était plus question depuis très longtemps, quoi. C'est aussi des lieux où finalement le cadre normatif est allégé, ce qui permet de considérer le projet différemment, de travailler vraiment sur les interstices de ces délaissés, dans des lieux qui au démarrage suscitent le désintérêt. Donc du coup les projets peuvent parfois prendre quelques libertés, et c'est vraiment ça par exemple ce qui a été possible à Favara, qui a renversé en fait l'image et la situation de déprise vers une certaine attractivité. Parce qu'en fait la ville maintenant est devenue une espèce d'étape dans les parcours touristiques de la Sicile, ce qui était complètement impensable il y a une quinzaine d'années, puisqu'elle n'existait pas dans le panorama de la Sicile. Ouais, c'était complètement invisible. Et du coup, c'est vrai que cette question de l'engagement, elle est vraiment omniprésente en fait dans les exemples que tu amènes, et elle re-questionne aussi un peu la fragilité finalement de ce que tu appelles la matière de la ville, c'est-à-dire justement comment ces projets vont finir par fabriquer l'urbain, et donc c'est un peu aussi une interrogation sur la manière dont aujourd'hui peut se fabriquer la ville quand il n'y a pas de support de politique publique, de volonté en fait collective. Donc du coup tu nous transportes un peu dans ces initiatives privées là, qui impactent les espaces publics et qui nous font nous poser plein de questions. On voit que l'engagement éthique des porteurs de projets est essentiel, parce que sinon effectivement il n'y a pas d'appropriation par les habitants. Et par contre, c'est vrai que la question que ça pose, c'est la difficulté finalement de cette démarche bottom-up à aboutir dans le up, c'est-à-dire à ensuite faire écho auprès des politiques, des décideurs, de ceux qui vont pérenniser aussi la fabrication de la ville. Est-ce que tu arrives à, aujourd'hui, alors je ne sais pas où tu en es dans le processus de la thèse, mais est-ce que tu arrives un peu justement à voir quel est le rôle ou la place de l'architecte finalement dans ces démarches? Est-ce qu'il arrive est-ce qu'il participe un peu de la redéfinition d'une commande publique peut-être, ou par rapport à cette pérennité des transformations urbaines, est-ce que ça joue? Ou est-ce que finalement, il a juste des opportunités, mais je pose ces questions parce que dans les exemples que dans les cartographies que tu fais, il y a plusieurs architectes, notamment je pense à Silvio Reda, l'architecte espagnol, qui a essayé de théoriser justement à partir de ces différentes petites interventions un peu d'acupuncture urbaine, comme tu disais tout à l'heure, et qui essaye de créer des recettes urbaines, des moyens de voir qu'est-ce qui est reproductible ou pas là-dedans, et qu'est-ce qui pourrait participer aussi d'une sorte de... on se décolle un petit peu de l'action en elle-même pour voir ce que ça produit sur la manière de faire la ville. Si je me suis un peu perdue en fait. Non, mais je pense que c'est exactement ce que tu dis. L'architecte, il a une vision globale, et donc dans ces actions qui peuvent peut-être des fois ne pas être forcément toujours parfaitement organisées ou pensées, il permet d'avoir un recul et une vision qui ramène à un aspect qualitatif en fait des interventions. Et ça, c'est à travers le projet d'architecture, qui est quand même quelque chose de très particulier. Et je pense que ramener, comme le fait Silvia, de théoriser ces actions-là, ça permet vraiment de les relier à la question du projet,
pour donner une vision plus inclusive, où les habitants et l'usage sont vraiment au centre des interventions. Et le regard de l'architecte, il est vraiment partie prenante de cette médiation pour identifier à la fois les enjeux, les questions d'espace, et c'est ça qui va vraiment donner de la valeur et très certainement de la durabilité à ces interventions. Ça permet à la fois d'aborder les questions de patrimoine, les questions constructives, au centre de la matière, comme on l'a vu avec Bernard Piron, les questions de durabilité, pour réancrer en fait des pratiques et avoir cet œil éclairé sur les questions d'espace public, sur les questions patrimoniales. Par exemple, à PEM, construire dans les territoires ruraux, c'est vraiment se confronter à des pratiques constructives qui sont très fortes, les redécouvrir d'une certaine manière et être en lien avec cette matière-là au niveau local, porter un regard sur l'intervention architecturale et comment elle va s'inscrire dans une continuité bâtie en quelque sorte. Et c'est un modèle qui est peut-être plus lent, mais qui est vraiment ancré et qui même est en résonance avec les constructions vernaculaires. Et ça permet également aux habitants, par exemple à PEM, d'adopter un autre regard sur un patrimoine qui leur est absolument familier, mais de le regarder autrement, de réouvrir à un certain moment, de faire apparaître une vue, mais de façon à retrouver une fonctionnalité dans des habitats qui ont pu devenir obsolètes, mais de les réintégrer en fait dans une pratique contemporaine pour qu'ils soient vraiment à leur juste place, quoi. Et je pense qu'en ça, l'architecte il a un vrai rôle à jouer, puisque c'est sa matière, l'espace de la ville. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, on n'avait pas forcément encore beaucoup discuté ensemble, mais j'avais une question là qui me vient en lien avec finalement les habitants justement. Est-ce que l'architecte il a aussi dans ce que tu as observé, il est ancré dans le territoire déjà, quel est son rapport aussi au lieu et aux habitants, est-ce qu'il arrive toujours à travailler avec au moment du projet? Oui, alors c'est vrai que les cas sur lesquels je travaille, les architectes sont quand même ancrés dans ces territoires et les connaissent bien de l'intérieur. Et je pense que ça c'est important également. Parce que c'est pas, c'est pas un travail qui est plaqué comme ça sans avoir de connaissances préalables du lieu ou sans avoir de recul par rapport à ça. Et par exemple, si on va repartir sur les deux autres cas, en Espagne, là, à Los Angeles de Maimona, c'est vraiment la question de la transformation. Et là aussi, il y a une question d'ancrage du lieu qui est très importante, puisqu'en fait, il s'agit d'une friche industrielle et qui, le lieu devenu obsolète, vient créer un espèce de vide qui, grâce en fait à la reconversion de cet espace, vient réapporter de la vie et de la dynamique dans le centre-ville. Est-ce que tu voulais poursuivre, Marianne? Je vous passe la parole. On peut passer la parole parce que c'était un peu déconnecté. Non, je t'en prie, ou pas du tout. Ça me, parce que le rôle de l'architecte, en fait, on se centre beaucoup sur le rôle de l'architecte. Moi, ça me questionne, c'est-à-dire c'est pas le seul acteur. Ici, il y a un initiateur du projet qui n'était pas architecte. Le cas français est différent, et le cas espagnol encore. Et ça fait écho à une présentation qui avait eu lieu ici, de l'ouvrage de Frédéric Pouzin sur ruralité. Sur la commune de Chambon et le rôle d'un élu cette fois. Là, c'est plutôt lui qui est le fil conducteur. Donc, il y a vraiment plusieurs facettes au positionnement de l'architecte dans ces processus complexes, évidemment
pas seul. Est-ce qu'il y a des... J'ai une question. Oui, bien sûr. Je suis Henri Crorer, ED131 du CERILAC. Quelle méthodologie dans la restructuration d'un projet en tant qu'architecte tu développes? Comment face à un projet, je dirais, de base, un peu raw, quoi, côté primaire, qui n'a pas encore été modifié, comment toi tu interviens? En fait, moi, je n'interviens pas dans ces projets, mais je les analyse. Et ma méthode d'analyse, elle part du terrain. Et j'ai donc procédé à pas mal d'interviews sur ces différents sites. J'ai rencontré à la fois les porteurs de projets, comme tu disais, qui ne sont pas toujours des architectes, en effet, mais qui ont un grand intérêt pour l'architecture pendant les cas que j'étudie. Donc à la fois des analyses de terrain, des rencontres et des plans, des cartes, des analyses plus architecturales. Et pour prolonger la question, ces entretiens, tu les as avec plusieurs acteurs des projets, principalement les acteurs architectes? Oui, tout à fait. J'ai essayé d'avoir pour chacun des cas d'études à la fois la vision des architectes, la vision de ce qu'on pourrait appeler, ce qui serait équivalent à une maîtrise d'ouvrage, mais également la vision du politique, lorsque c'était possible, s'il y a un rôle politique, mais ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, ton travail porte peut-être sur la construction de ces opportunités de projet, comme tu dis. C'est-à-dire une convergence de plusieurs acteurs qui font que ces opportunités peuvent être. Oui, exactement. C'est souvent une espèce d'alignement qui fait qu'à un moment donné, il y a une personne, architecte ou pas, qui va porter quelque chose, qui va porter un mouvement, et celui-ci va être soit encouragé, soit au contraire stoppé par d'autres types d'acteurs plus classiques. Où on a parfois certains cas où le politique est dans une totale indifférence par rapport au développement du projet. Qui participe de cette fragilité, de ce que tu mentionnais au début, administrative et normative, qui concourt à ces opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Formule. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez préciser un peu, dans le cadre plutôt institutionnel de ces trois pays différents, est-ce que ça existe des dispositifs réglementaires pour encadrer l'obligation d'avoir une démarche participative ou pas? Parce que ça change beaucoup la démarche que va mener les architectes. Mon arrière-pensée sur cette question-là, c'est que moi je trouve que cette démarche est très très intéressante, surtout pour les pays du Sud, qui ont besoin d'avoir une démarche vraiment participative pour renforcer leur capacité de faire en face de changements globaux, notamment de changements climatiques. Donc moi je pense que ce sujet est tellement intéressant. Mais dans ces cadres-là, les pays du Sud, ils ne sont pas... je pense que leur taille ou leur gouvernance, c'est plutôt approche de ville ordinaire de l'Europe. Et j'aimerais bien savoir si il y a des leçons, peut-être c'est un peu tôt de dire qu'il y a des leçons à tirer pour les villes du Sud, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a, vous avez peut-être déjà fait une analyse première approche pour savoir la différence entre s'il y a une dispositif institutionnel ou pas, et ça va peut-être changer la démarche de l'architecte ou l'ensemble du projet. Je ne sais pas, est-ce que mes questions étaient assez oui. claires? Dans les cas que j'étudie, il n'y a pas de dispositif institutionnel participatif au départ. C'est des actions spontanées, comme on dit, bottom-up, donc qui
qui sont des actions qui sont de gouvernance indépendante, et qui s'affranchissent en fait, ou qui sont en mode réactif par rapport très certainement à une vacuité qui s'opère et à un manque de soutien institutionnel, très certainement. Mais oui, ça pourrait être intéressant, mais je n'ai pas encore exploré cette voie-là. Moi, j'avais une question sur la question des communs. Parce que tu as commencé en parlant de ces espaces. Après, tu les as définis aussi comme des espaces vides, ou des espaces en transition, des espaces... voilà, tu as donné différentes définitions et je voulais savoir si c'est toi qui a défini ces termes ou ce type d'espace comme l'élément commun dénominateur entre tes différents exemples, ou s'il y a vraiment une volonté du départ dans le processus de transformation d'arriver à une finalité qui est celle de donner à la ville plus du commun, plus d'espace commun et au fond, est-ce que c'est de l'espace public ou j'ai pu comprendre que parfois c'est aussi de l'espace privé. Et voilà, est-ce que tu peux donner un peu un éclairage sur cette... Je pense que c'est un peu les deux facteurs, parce que c'est à la fois donc des initiatives autonomes qui vont donc vers le commun, qui cherchent à gérer à la fois une ressource par une communauté avec une gouvernance indépendante. Donc c'est un petit peu ce qui définit le commun dans des endroits ou à des moments où le commun n'est plus. Donc il y a cette volonté de le retrouver dans les actions à la fois de ces personnes individuelles ou de ces communautés. De ce point de vue-là, je crois que c'est un peu comme un dénominateur commun dans des actions qui sont de différents types, mais où la volonté c'est de retrouver un dénominateur pour la ville, avec quelque chose qui soit de l'ordre de l'espace public, mais qui après n'est pas forcément de l'espace public, mais en tout cas de l'espace qui soit ouvert et réappropriable par ces communautés. Je sais que il y a un travail de Sylvana Sgabelli sur les communs à Turin. Ça peut peut-être être intéressant pour toi si au moment tu as une réflexion spécifique sur... J'ai lu beaucoup de littérature en Italie, mais celle-là, cette référence-là, je l'ai pas. Elle est enseignante à Saint-Étienne. Et donc c'est un travail de recherche qu'elle a développé avec des Français à Turin. Et je pense que les résultats sont dans les deux langues, donc en italien et en français. Je lis l'italien aussi. Ah, très bien. Mais avec plaisir pour le lire aussi. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, vous connaissez la sentence. Pas de questions? Pas de réponse. Ben, merci. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et à bientôt.